Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans les dernières vidéos, j'avais annoncé qu'on irait un peu vers l'application des dérivés. J'avais aussi dit plusieurs fois que je trouvais très important de savoir faire des analyses de fonctions. Donc je me suis dit, pour cette vidéo-ci, je vous propose une application des dérivés dans une analyse de fonctions avec un problème physique. Comme ça, on voit qu'on peut en fait mélanger un peu tout et que tout ça est cohérent et forme un seul système de pensée. Euh, vous êtes plusieurs en fait à m'avoir demandé déjà, enfin beaucoup d'élèves demandent toujours en fait à quoi ça sert tout ça. Est-ce qu'il y a des applications en réel? Ben oui, en fait il y en a beaucoup. Mais c'est assez frustrant parce qu'en maths on n'en voit pas beaucoup. Et pour cause, parce qu'en fait, euh, comment dire, pour pouvoir voir des applications réelles, souvent ce sont des applications en sciences. En tout cas, les premières accessibles sont des choses en sciences. Donc par exemple en physique, mais aussi en chimie, en bio, en économie. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas encore très très connaisseur de physique, de chimie, etc. Et donc c'est pas facile de trouver des exemples où il ne faut pas vous donner tout un cours de 2 ans avant de pouvoir comprendre l'exemple. Idem en maths, vous êtes bon en maths, vous êtes déjà loin, mais vous êtes encore dans l'apprentissage des outils. Euh, Si on veut faire une comparaison, je dirais que euh, mettez-vous dans la place de quelqu'un qui apprend un instrument de musique, que vous l'ayez été ou pas. Ben, au début, on apprend la théorie, donc le solfège, et en même temps, on fait des gammes, des exercices répétitifs qui sont un peu tout le temps les mêmes, qui sont pas très marrants, même franchement ennuyeux parfois. Et puis on peut commencer à faire des petites musiques que le professeur donne, qui sont parfois assez ennuyeuses aussi, avant de pouvoir, après un certain temps, arriver à faire les morceaux qu'on aime et qu'on trouve intéressants, voire à découvrir des types de morceaux tout à fait neufs auxquels on n'aurait pas pensé. Mais en maths, c'est la même chose. C'est juste encore plus frustrant parce que quand en musique on joue mal, on peut quand même jouer. Et on a quand même un certain plaisir à ça. Et là, je parle d'expérience. Euh, mais en maths, quand ça ne marche pas, ben on est calé et on n'arrive à rien. Et quand on fait une petite erreur, comme on fait une erreur de signe, on peut avoir une réponse qui a complètement rien à voir avec la réalité. Et donc, on est calé. Donc, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de précision. Et ça vient petit à petit. On arrive maintenant tout doucement à pouvoir faire des illustrations. On arrivera encore plus en sixième à faire des illustrations avec les exponentielles et logarithmes, en nucléaire, en bactéries, en datation carbone 14, etc. Mais en cinquième, on arrive déjà un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait un labo de musique avec vous pour les fonctions trigonométriques, on va dire dans la vraie vie. Euh, et voilà, ici, avec l'exercice que je propose ici, mais justement, voilà, je montre le lien entre la physique de la baballe qui tombe, l'analyse de fonctions et dans celle-ci, les dérivés. Et donc le problème est le suivant. Allez voir au tout début de la vidéo. Je prends une balle, je la lance verticalement, et puis je la laisse retomber. Alors, je me pose la question suivante. À quelle hauteur elle monte? Donc, à quelle hauteur elle monte? 2. Quand est-ce qu'elle est à cette hauteur maximale? 3. Quand est-ce qu'elle touche le sol? Quand est-ce qu'elle retombe? Et 4. Avec quelle énergie cinétique? Donc l'énergie de l'impact quand elle touche le sol. Voilà, c'est une bête petite balle de cordelette pour chat. Voilà, on peut la peser. Voilà, on va considérer les choses suivantes. Donc je la lance en l'air au moment où elle quitte ma main. Au moment où, hop, là, au moment où elle quitte ma main, on lance le chrono. Donc on va dire le temps zéro est à ce moment-là. Elle part avec une vitesse de 5 mètres par seconde vers le haut. Voilà. Et alors ma main, quand elle a quitté ma main est à une hauteur de 1 mètre. 1 mètre à partir du sol. Voilà, à partir de ça, comment répondre à toutes les questions. Et donc reprenons sur papier les données du problème qu'on vient de poser. Ce qu'on veut, alors c'est la hauteur maximale de la balle. Et quand ça arrive, après combien de temps la balle atteint sa hauteur maximale, donc après le lancement. On veut savoir quand est-ce qu'elle va toucher le sol.
Et on veut savoir l'énergie cinétique de l'impact. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tout ça pour déterminer tout ça? Donc, on a donc une balle qu'on lance en l'air et qui est juste en chute libre, qui n'est soumise à aucune autre force que la loi de la pesanteur. Donc ça s'appelle une chute libre. Même si elle monte, c'est quand même une chute. Chute libre, donc il y a juste la pesanteur. Le lancement à la main, on ne le considère pas, puisqu'on lance le chrono, on commence à s'intéresser au problème uniquement au moment où la balle quitte la main. Donc on a ça, mais justement, au moment où elle quitte la main, on sait qu'on a une vitesse de 5 mètres par seconde. Ça s'appelle la vitesse initiale. Et on sait que je la lance depuis 1 mètre de haut, donc ça c'est la hauteur initiale. Alors, comment combiner oui, alors ce que je sais aussi, c'est que je peux peser ma balle. Masse de la balle. Et c'est 9 grammes. Voilà. Alors, avec ceci, comment tout combiner pour obtenir ceci? Donc, le but est maintenant d'établir le modèle de la hauteur de la balle. Donc un modèle, c'est une équation ou une fonction mathématique qui représente le mouvement, qui représente un phénomène physique, donc dans ce cas-ci, la hauteur de la balle, le mouvement de la balle. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre là-dedans pour établir ce modèle-là? Alors, la masse de la balle, c'est pas intéressant, ça c'est pour la fin, ça ne change pas grand-chose à son mouvement. La hauteur et la vitesse initiale, c'est bien, mais ça servirait uniquement s'il n'y avait rien qui se passait après le lancement. Si on est dans le vide de l'espace et qu'on lance la balle à 5 mètres par seconde, elle va aller tout droit pendant l'infinité des temps à 5 mètres par seconde. D'accord. Mais ici, on est sur Terre. La seule chose qui est intéressante, enfin la seule chose qui va faire varier ces valeurs initiales, c'est le fait qu'on a justement la pesanteur. Donc on va partir de ça, étudier un peu l'effet de la pesanteur, intégrer la situation réelle, donc avec la vitesse initiale et la hauteur initiale qui fait qu'on est dans une situation particulière, et voir si on sait trouver donc, le modèle de déplacement de la balle. Alors, sur quoi va-t-on se baser? Eh bien sûr, la pesanteur justement. Et d'abord, je vais représenter un peu le problème au fond. Donc, voilà, ça c'est moi qui lance la balle. Ça c'est au moment où je fais le mouvement avec le bras, voilà. Et la balle va partir par là. Alors ici, on a bien 1 mètre à condition, donc je fixe que le sol c'est la hauteur 0. C'était pas obligatoire, on peut très bien mettre la hauteur 0 ici, on peut très bien dire que le plus c'est vers le bas, on met la flèche vers le bas, donc ça c'est l'axe Y. On peut dire que le plus c'est vers le bas, alors à ce moment-là la balle va monter dans le négatif. Bon, c'est pas très intuitif, mais ça marchera très bien aussi. Gardons quand même quelque chose d'intuitif, ce sera toujours plus simple et plus compréhensible. Alors on a ceci, donc sa vitesse initiale c'est 5 mètres par seconde vers le haut. Et on a alors la pesanteur qui est l'accélération. Alors elle par contre elle va tirer vers le bas. Donc on a ici la pesanteur qui va vers le bas. Alors la pesanteur elle vaut combien justement? Mais ça vous l'avez déjà vu en fait, donc ça ne dépend pas de la masse. Ça c'est Galilée qui l'a montré il y a déjà quelques siècles, que la pesanteur est la même pour tous les objets. Enfin, l'effet de la pesanteur plutôt au niveau de la vitesse et de l'accélération est la même pour tous les objets, et que donc on est à 9,81 mètres par seconde au carré. Et comme j'ai mis mon axe plus par là, et que ça va par là, que ça tire vers le bas, on met bien sûr un moins. Okay. Et comme on n'est pas au pourcent près, et que c'est quand même plus facile à écrire, plutôt que d'avoir des virgules partout et des nombres bizarroïdes, on va arrondir à 10 mètres par seconde au carré, puisqu'ici on n'est pas pour une étude à la milliseconde près, mais pour comprendre les principes.
Alors réfléchissons un peu à ce que c'est une accélération. 10 mètres par seconde au carré, ça veut dire quoi en fait? Mais ça veut dire qu'on a 10 mètres par seconde. C'est pour ça les secondes au carré. C'est une fraction divisée par une fraction. Bon ben, c'est comme que ce soit des unités ou des chiffres, ça, les règles sont les mêmes hein, pour les fractions et les exposants, etc. C'est la même chose. Donc ici, ça veut dire que chaque seconde, la vitesse change de moins 10 mètres par seconde. Ça, c'est une vitesse. Et donc, c'est une vitesse par seconde. Donc, c'est une modification de la vitesse à chaque seconde. Après une seconde, vous avez pris moins 10 mètres par seconde de vitesse. Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la variation de la vitesse. Et donc, ce que je peux dire, c'est que c'est la dérivée de la vitesse. Donc, si mon accélération, c'est moins 10 mètres par seconde au carré, alors, je vais dire que c'est par rapport au temps, mais c'est une constante. Mais prenons-la comme une fonction par rapport au temps, une fonction constante, toujours la même. Mais on peut dire que V', si V c'est la vitesse de la balle, la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Alors ici, on va faire quelque chose qu'on ne fait normalement pas en cinquième, qu'on fait en sixième, qui s'appelle intégrer ou primitiver. Mais ici, comme c'est relativement simple comme fonction, c'est une fonction constante, il n'y a pas plus simple, on peut le faire en cinquième, on va avoir un peu d'imagination, parce qu'il ne faut pas de technique très très compliquée ici. Et on va se dire, ok, ma dérivée, c'est moins 10. Alors, les unités, je vais les garder sous-entendues. Hein. Ma dérivée, c'est moins 10. Ça vient de quoi comme fonction? Qu'est-ce qui va donner moins 10 si on le dérive? Moins 10 fois t. Hein. Vous avez l'étude avec les x, mais bon, vous mettez des t à la place, ça ne change rien. Moins 10t, dérivé, ça va faire moins 10. Attention, petite astuce, ne pas oublier. Une autre fonction qui va aussi, si on la dérive, donner moins 10, c'est moins 10t plus 1, ou moins 10t plus 2, ou moins 10t moins 23. Si vous rajoutez une constante ici, si vous additionnez une constante, en dérivée, elle va faire 0. Donc ça va être bon aussi. Donc ici, en fait, on peut avoir n'importe quelle constante. Voilà. Donc ma vitesse, ça va être moins 10 fois t plus une constante. Alors, est-ce qu'on peut déterminer cette constante? Oui, parce qu'on est dans un cas très particulier. On ne peut pas avoir plein de vitesses toutes possibles, en fait. Il faut que la vitesse initiale, elle fasse 5 mètres par seconde. Donc V0, initiale, ça veut dire au temps 0, elle fasse 5 mètres par seconde. Or, V0, c'est quoi? C'est moins 10 fois 0 plus K. Donc, ça fait K. Et donc, j'ai K qui est directement vaut 5 mètres par seconde. Et donc, ma vitesse, c'est moins 10t plus 5. Voilà, comme ça j'ai établi. Donc, alors ma fonction accélération, elle est constante, je l'avais depuis le début, mais j'établis ici la fonction vitesse, qui est donc moins 10t plus 5. Donc là on a la pesanteur, on a établi la recherche de la vitesse, et on l'a trouvée donc ici. Alors, regardons un peu maintenant la hauteur, justement. Je vais garder mes données et la vitesse, on la verra après. Je la réécris ici. Donc, on a la vitesse qui était donc égale à moins 10t plus 5. Voilà, mètres par seconde. Alors, le raisonnement est exactement le même en fait. Maintenant, ce que je veux chercher, c'est ma hauteur. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information sur la hauteur? La hauteur initiale, d'accord, c'est 1 mètre. Mais, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la vitesse. Une vitesse, c'est quoi? Ce sont des mètres par seconde. Donc, c'est toutes les secondes combien de mètres ont changé. Donc, quelle hauteur change par seconde? Donc, en fait, la variation de la hauteur, c'est la vitesse. Donc ce que je peux dire, c'est que H', c'est V. Donc, moins 10t plus 5. Et maintenant, rebelote, je me dis, mais quelle fonction, si je la dérive, peut donner moins 10t plus 5? Alors c'est juste un poil plus subtil qu'avant, puisqu'ici on a déjà la variable qui est là, mais donc on a moins 10, on va avoir t carré sur 2,
Comme ça, quand on va redériver, le 2 va s'annuler avec le demi ici. Le 5, ben, ça vient de 5t. Et de nouveau, on peut mettre une constante, une autre. Hein. Je reprends k, mais ça n'a rien à voir avec le cas précédent. Donc, moins 10 t carré sur 2 plus 5t plus k, où k est un réel. Alors de nouveau, alors je peux déjà simplifier ici, hein, donc ça fait moins 5t carré plus 5t plus k. Et de nouveau, le k, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, c'est comme pour la vitesse, je sais que h au moment 0, c'est 1 mètre. Et donc ça fait moins 5 fois 0 au carré, plus 5 fois 0, plus k. Et donc ça fait k. Et k vaut directement 1 mètre. Et donc j'ai ma fonction de hauteur qui vaut moins 5t carré plus 5t plus 1. Et le tout en mètres. Voilà, là j'ai établi le modèle physique, mathématique, hein, de la hauteur de la balle. Donc je vais remettre ça sur une nouvelle feuille et on va pouvoir analyser un petit peu ce modèle. Donc, je vais garder mon énoncé ici. Là. J'avais donc mon problème avec moi qui lance une balle ici. J'ai donc l'accélération, ça je l'avais, c'était moins 10 mètres par seconde au carré. J'ai ma vitesse qui vaut moins 10t plus 5 en mètres par seconde. Et j'ai ma hauteur qui vaut moins 5t carré plus 5t plus 1. Tout ça en mètres. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle physique donc de la situation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? Ici, on voit déjà qu'on a une fonction qui est une parabole. Vous avez juste du t carré, du t, un terme indépendant. On est dans un cas classique. Ben, regardons un petit peu justement ce que ça donne au niveau parabole. Et comment est-ce qu'on va lier ça avec nos points ici qu'on cherche toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai en fait ici? Ben, en abscisse, j'ai bien la hauteur. En ordonnée, pardon, j'ai la hauteur. En abscisse, qu'est-ce que j'ai? Ben, le temps qui passe. Alors, je ne marque pas encore les unités parce que je ne sais pas encore très bien comment elle est large, comment elle est haute, etc., cette parabole. Tout ce que je sais, si je vais quand même marquer les unités parce que je sais en fait que je démarre à 1. Donc, je démarre ici. On va dire ça, c'est 1. Voilà. Le temps, je ne vais pas le mettre. On sait que je lance ma parabole et que ça va être, donc j'ai un négatif devant le carré, donc ça va être une parabole comme ceci. Un truc comme ceci, voilà, et puis ça descend paraboliquement. Alors, justement, est-ce que je peux descendre plus bas? Ben, c'est le sol ici en fait à 0, donc la parabole en théorie, elle peut descendre plus bas, donc, mais ça ne veut rien dire évidemment. Ici aussi, est-ce que je peux continuer ma parabole ici? Ben, mathématiquement, oui. Mais ça veut dire que je remonte le temps à avant le lancement, donc ça n'a pas de sens non plus. Mais bon, ceci donc, on peut la représenter comme une parabole infinie. En pratique, il n'y a que la partie pleine, de là à là, qui est intéressante. Et qui est intéressante et qui a un sens physique. Alors on pourrait directement répondre à ceci, mais ça en fait, ça va venir dans l'analyse de fonctions générale qu'on peut faire de ceci. Alors comme le but ici c'est de montrer aussi à quoi servent les analyses de fonctions ou les outils d'analyse de fonctions qu'on a déjà vu un petit peu, que vous connaissez déjà, ben, je vous propose de reprendre la liste que j'avais déjà faite dans l'exercice par 2 là. J'avais fait la liste d'analyse de fonctions, des outils d'analyse de fonctions. Donc regardons un peu à quoi ça correspond en fait, en vrai, ici dans ce cas-ci. Alors, le domaine. Ça, c'est particulier parce que le domaine, si on regarde juste ici, on est d'accord que le domaine, c'est R. Mais ici, le domaine de définition, ça dit bien ce que ça veut dire. Quand est-ce que ceci est défini? Ben, en fait, uniquement entre là et là.
Parce que au-delà et avant, ça ne veut rien dire, donc c'est pas défini. D'accord ? Donc le domaine de h, ça va être de l'instant 0. Ce sont toutes les abscisses, donc tous les temps, donc de l'instant 0 jusqu'à ce temps-ci, qui donnent quelque chose de défini. Donc de 0 à, ben oui, sauf que je ne sais pas jusqu'où ça va ici. Je ne sais pas quand ça tombe. D'ailleurs, c'est ma question ici, quand est-ce qu'elle touche le sol? Donc ça, on verra après. Ici, on a un temps qu'on ne connaît pas encore. Alors, le deuxième point, donc, là où les racines de la fonction, bon, ben, sur le graphe, on voit tout de suite, ce sont bien les deux points ici. Donc celui-ci, on sait déjà qu'il va être hors sujet. Et celui-ci, ben, c'est le dernier point du domaine. Alors, donc les racines, ça c'est quand moins 5t carré plus 5t plus 1 égale 0. Hein, donc delta c'est b carré moins 4ac, c'est 45, on a bien deux racines. Et ces racines sont donc moins 5 plus ou moins racine de 45 sur 2a, donc sur moins 10. Et on arrive, donc là je vous laisse calculer de votre côté à moins 0,17 et à 1,17 secondes. Donc ici on a bien le moins 0,17 et ici on a le 1,17, donc on peut plus ou moins dire que le 1 au niveau du temps, il est là. Voilà pour les racines. Et donc oui, ici on peut compléter notre domaine avec 1,17 et ça nous donne d'ailleurs quand la balle touche le sol. Là on a après 1,17 secondes. Alors le point suivant, donc l'ordonnée à l'origine. Bon ben ça, c'est assez trivial, hein, l'ordonnée à l'origine. Ben, c'est quoi l'ordonnée? C'est la hauteur, et à l'origine c'est au moment 0. Ben, donc ça on le donne dès le début, on dit que c'est à 1 mètre. Donc voilà, c'est 1 mètre. Alors vous pouvez aussi le retrouver en remplaçant t par 0 ici, vous allez tomber sur 1 forcément, c'est comme ça qu'on a construit le modèle. Donc voilà, ça c'est tout à fait trivial. Alors les points suivants, donc analyse de fonction. Bon ben, la période, ici on sait bien il n'y en a pas. Est-ce que dans ce genre de problème il pourrait y en avoir? Ben oui, si on utilise une balle magique en fait par exemple, et qu'elle rebondit parfaitement, ben ça fera des boing, 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 boing avec une certaine période. Et ça va rebondir à l'infini. Alors après, évidemment, dès qu'on arrive dans la vraie physique où il y a de la dissipation d'énergie à chaque rebond, et avec les frottements de l'air, bon, forcément, ça va s'amenuiser et donc il n'y aura pas de périodicité. Mais sur un temps court, on pourra considérer que c'est périodique. Revenons ici à la balle pas magique. Donc non, il n'y a pas de période, évidemment. La parité, non, ça peut être intéressant. Bah, si on tape le 0 ici au milieu, mais ça, au niveau de l'expérience, c'est très compliqué à faire. Donc, pas dans ce cas-ci. Asymptote, il n'y en a pas. Une asymptote verticale, ça veut dire que la balle part vers l'infini. Une horizontale ou une oblique, elle ne retombe jamais au sol. Donc, bon, non. Ou horizontale, elle peut aller au sol, mais après un temps infini. Donc, c'est pas tout à fait physique non plus. Alors, la fonction dérivée. Ben, la fonction dérivée et ses racines, on va faire les deux d'un coup. Ben, on peut dériver le modèle h, mais on l'a déjà fait, en fait, on l'a construit comme ça. La dérivée de la position, ben, c'est la vitesse. Donc la dérivée, elle est là. Alors, là. Donc, la dérivée, ben, c'est la vitesse. Et les racines de la dérivée, là où les racines de moins d'it plus 5, bon, ben, moins d'it plus 5 égale 0, ben, vous avez que t fait 1/2. Et voilà, il n'y a qu'une seule racine. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est quand la dérivée s'annule, donc quand vous avez ici un petit plat. Quand la dérivée, donc quand la vitesse s'annule, ben oui, en fait, quand on a un petit plat ici, qu'est-ce qu'elle fait? La balle, elle monte, la vitesse, pardon, elle monte, la vitesse s'annule, et puis elle redescend. Elle monte, elle ralentit, la vitesse s'annule, et puis elle redescend. Donc c'est bien la racine de la dérivée, c'est bien quand la vitesse est nulle,
c'est bien ici le sommet de la parabole, et c'est donc bien le point maximal. Voilà. Du coup, j'ai déjà ici la réponse à mon camp. Après une demi-seconde. Et alors, à quelle hauteur est-elle? Bon, on sait que c'est après une demi-seconde. Or, la hauteur, on l'a ici. Donc, c'est après. Ça correspond. Quand je prends h de 1 demi, c'est quoi? Ça veut dire que c'est moins 5 fois 1 demi au carré, donc 1 quart, plus 5 fois 1 demi, plus 1. Ça fait donc moins 5 quarts plus 5 demi, plus 1. Alors je mets tout en quart, ça fait moins 5 quarts plus 10 quarts, plus 4 quarts, ce qui me fait 11 quarts. Alors 11 quarts, ça fait donc 2,5 plus 0,25, donc 2,75. 2,75 mètres. Hop, petite erreur, moins 5 plus 10 plus 4, ça fait bien 9 quarts. Voilà. Et donc 2 mètres,25. 2,25 mètres. Et voilà, donc la balle, elle part de 1 mètre, elle va jusqu'à 2,25, et puis après une demi-seconde, et après 1 seconde 17, elle retombe au sol. Alors, pour vraiment être tout à fait complet, donc le dernier point, donc le graphe on l'a déjà fait, mais donc c'est le tableau de signes. Alors voyons juste un petit peu si c'est cohérent, même si ça va rien nous apprendre de vraiment très neuf. Alors, si je fais mon tableau de signes, je vais le faire en parallèle avec le graphe. Voilà. Alors, donc il va être comme ça en fait. Voilà. Donc mon tableau de signes, je place dessus donc les racines. Donc j'avais quoi? Moins 0,17, c'est ça? Quelles sont mes racines? Oui, moins 0,17. Donc je la mets quand même si c'est un peu entre parenthèses. Ici j'avais 0. Quand même un point important puisque c'est le premier point du domaine. Ici j'ai 1 demi. Et alors ici j'ai 1,17. Donc là j'ai les deux racines de ma fonction. Là j'ai la racine de la dérivée. Et là c'est un point particulier, c'est le bord du domaine. Alors je peux regarder la fonction, pardon, c'est h. H'. Donc h en fait, forcément par définition, en tout cas sur son domaine, elle va être positive. Là-bas, elle va être qu'un positif. Et donc, pardon, ici ça s'annule. Voilà, là ça s'annule, mais on est hors domaine. Ici on est en négatif hors domaine. Ici on est en négatif, ça ne veut rien dire. Et alors pour la dérivée ici, bon, elle s'annule ici en 0,5. On a bien moins d'it, donc quelque chose de négatif, donc c'est une droite qui descend. Donc ce qu'il y a avant va être C+, et ce qu'il y a après c'est moins. Et donc on a bien effectivement une dérivée positive. Donc ça veut dire quoi? Que la balle elle monte. Puis ici elle fait un petit plat, et puis on redescend, négatif. Voilà, donc ici, montée, ici un plat, et on redescend. Voilà, ça ne nous apprend pas grand chose, c'est juste pour montrer que c'est cohérent avec le graphe, c'est cohérent avec les données, c'est cohérent avec l'expérience physique. Mais bon, on savait déjà tout ça, donc rien de très neuf. Alors il nous reste encore une chose à faire, c'est la dernière question. On sait donc quelle est la hauteur maximale, quand ça se passe, quand est-ce qu'elle touche le sol, quelle est l'énergie cinétique à l'impact. Bon, alors ça, il faut se rappeler que l'énergie cinétique, c'est mv carré sur 2.
Donc on a besoin de la masse et de la vitesse donc lors de l'impact. Alors la masse on l'a, hein, c'est 9 grammes. La vitesse lors de l'impact, bon ben de nouveau on a la vitesse, l'impact c'est quand? Ben, c'est à 1 seconde 17. Et ça, ben, ça fait donc moins 10 fois 1,17 plus 5. Donc on a moins 11,7 plus 5. Et donc ça fait moins 6,7 mètres par seconde. Du coup l'énergie cinétique, c'est la masse, donc 9 grammes. Attention que c'est toujours en l'unité officielle, c'est bien le kilogramme. Hein. Donc 0,09 fois moins 6,7 au carré. Le tout sur 2. Donc ça fait bien 6,7 au carré fois 0,009 divisé par 2, 0,20 joules. C'est pas énorme. Et voilà, on a pu établir le modèle et en faire toutes les réponses aux questions. Donc pour la balle, alors est-ce que tout ça c'est cohérent? La balle qui monte à 2,25 m après une demi-seconde, ça paraît assez logique. Et puis après une seconde 17, elle touche le sol. Ça va, en fait, à une demi-seconde, elle est au maximum. De nouveau une demi-seconde après, elle a fait le chemin inverse. Donc elle repasse à hauteur de ma main, à 1 mètre. Et puis il reste les 0,17 secondes pour faire le dernier mètre, le mètre qui reste pour toucher le sol. Là, ça va. Faites l'expérience chez vous, hein, chronométrez. Vous voyez, la vitesse, j'ai pris 5 mètres par seconde un peu au hasard, en me disant que 1 mètre par seconde, c'était vraiment très lent, que 10 mètres par seconde, ça devient rapide. Maintenant, j'ai pas mesuré, mais ça a l'air de coller plus ou moins bien. Pour l'énergie, à la fin, 0,20 joules, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, mais à quoi est-ce on peut comparer ça? Je vous ai pris une ampoule à LED. Si vous allez lire ce qu'il y a sur le bord, ici, moi j'ai une 8 watts, où vous avez des 3, des 6, des 7, des 8. Ici, c'est une 8 watts. Alors, les watts, ce sont des joules par seconde. Donc, cette ampoule, quand elle est allumée, dépense 8 joules par seconde. D'accord. Donc, avec mes 0,20 joules d'impact, c'est assez faible. Par contre, c'est pas en une seconde l'impact, c'est instantané presque. Donc, on a en puissance, on monte beaucoup plus haut. Vous n'avez pas les 0,20 joules sur une seconde qui sont étalés. C'est en un coup très très bref. Donc voilà, ça peut quand même faire du dégât. Si c'était un œuf, il aurait quand même sans doute éclaté. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis maintenant, c'est à votre tour. Donc je vais mettre un PDF sur le Classroom avec un exercice où là, je vous donne la fonction, je vous donne le modèle d'un drone qui vole on s'occupe juste de la hauteur du drone, et à vous de trouver justement les moments où il fait du stationnaire, quand il monte, quand il descend, etc. Voilà, à bientôt.